Bonjour à tous. Donc, on parlait de recherche, alors c'est très bien parce qu'on s'intègre vraiment dans le prochain mandat, si j'ai bien compris. Je voulais vous présenter donc la cohorte Théatolib qui a été mise en place entre février 2021 et juin 2023. Donc il y avait 18 centres qui ont participé. On a inclus 1100, un peu plus de 1100 patients avec des critères d'inclusion qui étaient très simples: adultes, bilan hépatique perturbé et stéatose, soit histologique, morphologique. Il ne fallait pas que les patients aient d'autres causes d'hépatopathie. Il y avait parfois un peu de consommation d'alcool, mais on a vu qu'avec on aura maintenant un groupe de MET-ALD, donc c'est parfait. C'est la cartographie des centres qui ont participé. Alors il manque un petit peu dans le nord et à l'est, mais globalement la stéatose c'est très présent dans le sud, ce qu'on peut voir. Donc les données que je vais vous présenter, c'est sur une extraction à partir de 1000 patients. Il reste encore quelques fiches à remplir. Donc globalement, les patients inclus ont une moyenne d'âge de 56 ans, il y avait une prédominance masculine, un IMC de 31, tour de taille à 107. Donc je pense que ça vous dit quelque chose un peu dans votre consultation. Un tiers de diabétiques, hypertendus, enfin syndrome métabolique associé. Quand on regarde la répartition en fonction de l'IMC, ce que je voulais noter, c'est qu'on a 7% de sujets maigres et probablement qu'il y aura peut-être une étude à faire sur ces patients et les comparer aux autres. Et en fait, on rentre dans ce qu'avait présenté Maëva Guillaume l'an dernier, avec la stéatose du sujet maigre. La prévalence c'est 7 à 20%, donc on est clairement dans la même fourchette. Ensuite, lorsqu'on regarde, il y a une majorité de patients obèses, un peu plus de 55%. C'est des obésités plus souvent modérées, donc avec un BMI entre 30 et 35. 10% d'obésité morbide, probablement qu'il y a une partie qui vient de la filière bariatrique. Quand on regardait le tour de taille, 2 tiers des patients avaient un tour de taille augmenté chez les hommes et plus de 90% chez les femmes. Lorsqu'on regarde finalement quels sont ces patients, il y a à peu près un peu plus de la moitié, c'est des nouveaux patients, et puis un peu moins 40% de patients qui étaient déjà suivis pour une stéatose, donc soit par l'investigateur, soit par un confrère qui adressait le patient à des investigateurs. Et lorsqu'on compare la différence entre nouveaux patients et les patients qui étaient déjà suivis, mais en fait, les nouveaux patients sont un tout petit peu plus jeunes, 54 versus 58, et ont un tour de taille plus important, augmenté par rapport au seuil, de façon un peu plus fréquente. Donc peut-être que les patients suivis ont déjà une prise en charge nutritionnelle. Je dis ça pour se rassurer, mais... Qui adresse les patients? Dans plus de la moitié des cas, c'est les médecins généralistes. Ce qui est intéressant, c'est que les endocrinos commencent à rentrer dans le jeu. Donc, c'est la deuxième source d'adressage de ces patients. Des patients qui vont consulter direct. Et puis, il y a une filière bariatrique dans 5% des cas. Le motif d'adressage, c'était soit un bilan hépatique perturbé, soit une stéatose morphologique. Il y a aussi des patients qui nous sont référés pour des problèmes d'hyperféritinémie assez fréquemment. Parfois, c'est l'unique motif d'adressage. Et puis sinon, les patients étaient adressés pour des douleurs, des motifs gastro. On leur fait une écho, on trouve la stéatose, avec donc plus d'un motif dans 22% des cas. La plupart a une évaluation par élastométrie, donc soit FibroScan, Shearwave ou ARFI. Avec une petite prédominance de Shearwave, probablement liée à un effet centre. Lorsqu'on voit les données d'élastométrie, on voit que c'est des patients qui ne sont pas forcément très graves. La plupart, donc la médiane, c'est à peu près aux alentours entre 6 et 7 kPa. Voilà. Et il y a quelques patients qui ont eu les 3 méthodes, là encore, effet centre. Donc on pourra analyser la concordance entre les tests. Si on focalise sur le FibroScan, eh bien, la moitié des patients ont pu avoir une évaluation du CAP, qui est l'évaluation de la stéatose. Donc la médiane du CAP, c'est 320. Et donc les patients avaient ce qui est considéré comme une stéatose sévère, si on est encore supérieur à 300, dans plus de la moitié des cas.
On va pouvoir envoyer, on a pris contact avec la société Ecosens pour pouvoir faire les calculs de score FAST et Agile 3 et Agile 4, qui sont des scores avec un intérêt pronostic et éventuellement pour savoir quel est notre potentiel de recrutement de patients pour des essais thérapeutiques ou les nouvelles molécules. Ensuite, lorsqu'on regarde l'élastométrie, alors en se focalisant sur le FibroScan et le ShearWave, parce que l'ARFIS, les valeurs sont un petit peu différentes. Donc, par rapport à la présentation de Corinne de ce matin, on voit que 2/3 ont une élasticité moins de 8 kPa, donc le seuil plutôt rassurant. Et on a à peu près 10-15% qui ont un seuil potentiellement inquiétant à plus de 12 kPa. Donc là encore, ça nous permettra de faire des choses là-dessus, de creuser un petit peu plus. Ça, c'est des données brutes sur l'extraction de la semaine dernière, donc il faudra qu'on aille un petit peu plus loin. Et pour les patients qui ont eu les deux, il y a des concordances entre les résultats dans un peu plus de 3/4 des cas. Les facteurs qui étaient associés aux valeurs de l'élastométrie, j'ai juste regardé par rapport à ce qui est connu pour voir si on collait à peu près à ce qui est à la littérature, et on voit que finalement, univarié, un âge moins de 40 ans, l'absence de diabète, d'hypertension, de dyslipidémie ou un FIB4 bas, c'est plutôt associé avec un FibroScan bas, donc c'est plutôt cohérent. Et en multi, en fait, c'est l'absence de diabète et un FIB4 bas, donc finalement, ce que tu nous as dit ce matin, donc ça, c'est intéressant. Lorsqu'on regarde maintenant les patients qui ont une élasticité péjorative, plus de 12 kPa, donc qui représente 12% de notre cohorte, eh bien, là encore, l'âge supérieur à 50 ans, la présence d'un diabète, d'une dyslipidémie ou d'un FIB4, donc là avec le seuil haut, sont associés avec une valeur péjorative du FibroScan. Et en multi, l'âge, le diabète et le FIB4 ressortent. Donc, je pense qu'on pourra se comparer aux autres cohortes parce que c'est cohérent. Pour finir, donc, quelques données sur la biopsie hépatique. Donc, on en fait de moins en moins. Il y a quand même 80 malades qui ont une biopsie. La différence entre les patients qui avaient une biopsie versus ceux qui n'en avaient pas, c'était essentiellement la valeur de l'élasticité. Alors, en FibroScan, c'était significatif. En ShearWave, c'était à la limite. Sinon, les groupes étaient similaires dans les deux cas. Il faut regarder en bas. Quand on a une biopsie, la prévalence de fibrose sévère est plus importante, forcément, parce que la biopsie est dirigée. Donc, on avait 40% de F3, F4. Et si on regarde le sous-groupe de malades diabétiques, dont on nous a dit qu'il faut quand même se méfier, là, on a plus de 60% de F3, F4 dans ces patients qui ont une biopsie. Et les facteurs associés avec une fibrose sévère, c'est encore l'âge, la présence de diabète et la valeur de l'élasticité augmentée. Donc pour finir, on doit finir le remplissage des formulaires d'inclusion le premier trimestre. L'objectif est... c'est AFEF 2024. L'objectif, c'est de communiquer, si possible, sur le prochain AFEF, éventuellement au GIFOD de l'année. Donc c'est 2025, pardon. Oui, je me suis un peu trompé. Donc AFEF 2024, GIFOD 2025, Forum CREG 24. Et éventuellement peut-être commencer à envisager une publication. Et le futur, c'est quoi? Donc là, c'est les données à l'inclusion. Et le projet, c'est de suivre ces patients sur 10 ans avec regarder l'histoire naturelle en termes de survie, de complications hépatiques, extra-hépatiques, d'évolution de la fibrose. On a besoin de sponsors parce qu'on est parti pas dans la meilleure période pour la stéatose puisque la plupart des médicaments se sont retirés. Néanmoins, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent. Donc, on a besoin de sponsors pour pouvoir mener à bien ce projet sur 10 ans. On a besoin d'autres sources de financement, de bourses. Donc, j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle bourse au CREG. Donc, je pense qu'on essaiera probablement de candidater pour pouvoir permettre de faire ce suivi. Et pour finir, je remercie l'ensemble des centres qui ont participé de manière active. Le Yansis qui nous a mis à disposition la base informatique et qui nous a fait les extractions. Et puis les sponsors industriels, donc Intercept qui n'est plus actuellement dans le jeu, qui s'est un peu retiré, mais qui a mis en place, qui nous a permis de mettre en place la bourse. Donc, je voulais les remercier. Les sponsors habituels, AbbVie, Gilead, qui nous ont donné un coup de main pour pouvoir vraiment lancer la phase d'inclusion.
Et puis récemment, les structures qui font de l'élastométrie, Hologic et tout dernièrement, il y a une semaine, Ecosens, pour leur aide et leur soutien, sinon on ne pourrait pas faire ce genre de travail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Et donc, laisse la parole pour terminer à Bertrand. Pour 5 minutes, merci à tous. Je prends la parole une dernière fois, parce que c'est Jacques, notre président maintenant. Mais bravo Olivier pour Steatolib. Je pense que c'est important et c'est un superbe exemple de ce qu'on peut apporter à la communauté. On fonctionne, quand vous regardez les chiffres ou les diapos qu'on présente dans chaque communication, on fonctionne sur des données massives américaines. Et en France, on a, depuis 3 ans, les données issues de la cohorte Constance, qui sont des données rétrospectives avec des tests sanguins désuets, qui n'ont pas une grande valeur. Et on n'a aucune donnée française. Et là, on est les premiers à apporter des données françaises, finalement, à un niveau national. Il y a eu des études régionales, etc. Donc je pense que c'est quand même l'occasion de pouvoir montrer à l'académie, aux instances et aux firmes, mais qui, elles, le savent déjà, qu'on a quand même des données à apporter. Et cette commission Hépato et le travail que tu gères en est un bel exemple. Juste pour... c'était les actualités de la commission Hépato. Elles n'ont pas trop changé. On continue nos activités habituelles avec les minutes qui sont les comptes rendus en direct des congrès, qui ne sont pas toujours faciles à faire parce qu'on fonctionne souvent maintenant en décalage horaire pour ce qui est du congrès américain. Et donc on essaie de faire vraiment à chaud un compte rendu de ce qui nous a intéressé, nous, en tant que cliniciens libéraux. Ce sont les réunions, les webstaff qui permettent de donner des avis collégiaux à tous ceux qui n'ont pas un confrère expert sous la main ou qui sont un peu isolés. Ce sont les fiches qu'on fait de temps en temps et ce sont aussi des petites informations qu'on peut apporter de façon rigolote en travaillant ensemble. Et c'est ça qui est sympathique, de voir que c'est peut-être ça qui fait qu'on a depuis 5 ans plein de jeunes qui rejoignent les plus anciens. Et pour terminer, je vous propose, parce qu'on a parlé ce matin de FIB, on a beaucoup parlé de NASH, on vient d'en parler à l'instant, on a parlé avec le FIB4, les marqueurs non invasifs de fibrose, etc. Corinne nous en a parlé tout à l'heure. Et effectivement, les noms changent. Et je vous propose, avant d'aller déjeuner de façon humoristique, à vous montrer une des minutes que vous avez peut-être déjà vues, issue du dernier congrès de la SLD il y a 1 mois. Si on peut projeter la vidéo, et puis après, pour ce qui me concerne, je vous souhaite un bon appétit. Vous savez bien, quand on a un acronyme qu'on commence à comprendre, à connaître en médecine, mais au bout d'un moment, il change. On l'a fait avec la CBP. Oui. Mais c'était simple, c'est resté CBP. Cirrhose, cholangite, c'était moins stigmatisant et ça correspondait plus à la réalité. Et oui, quand on dit la vérité, c'est stigmatisant. C'est stigmatisant, il fallait changer. Il y a un panel international d'experts qui s'est penché sur les maladies stéatosiques et on va vous présenter les résultats. On commence donc par le foie gras. Steatotic Liver Disease, SLD, vous avez les acronymes entourés. Et après, en fonction du type de stéatose, on va commencer par le plus fréquent, la stéatose associée à un syndrome métabolique. Avec des choses qui changent pour le diagnostic. Oui, absolument, puisque maintenant, sur les 5 critères du syndrome métabolique, avant il en fallait 3, maintenant un seul suffit. Donc en fait, on se rapproche de la réalité. Et en miroir, il y avait l'ALD, l'Alcoholic Liver Disease. Et comme on sait que nos patients métaboliques consomment parfois un peu trop d'alcool, il a été introduit le MET-ALD, métabolisme, alcool, liver disease. Par contre, une notion physiopathologique est restée et est importante, c'est la stéatohépatite. Donc NASH devient MASH, un film bien connu. Tout est simple et finalement ça clarifie les choses. En fait, c'est beaucoup plus simple, même s'il faudra un petit moment d'adaptation. Mais il y a d'autres choses aussi. On a mis une case justement pour les causes spécifiques. On va dire
Médicaments. Hépatite, virale, etc. Donc ça, c'est des cases bien faciles, spécifiques. Et maintenant, il y a une case cryptogénétique. Je crois qu'on a tout compris. Bah, j'espère. Patrick? Attends, Patrick, Oui. on résume. Non, parce que là, il faut que ça On soit résume. clair. SLD, Statotic liver disease. MASLD, Metabolic associated liver disease. MASH, Metabolic associated steatohepatitis. MET-LD. Metabolic and alcohol liver disease. Bon, c'est plus clair. C'est plus clair. Vous avez compris quelque chose? C'est pourtant simple, quoi.